C'est un moment émouvant pour vous de revoir ces images, j'ai l'impression. Oui, oui. Il faut juste mettre le micro, Oui. pardon. Prenez votre temps. Hein. Non, Peut-être que vous pouvez commencer par nous raconter comment vous les avez rencontrés, comment s'est fait cette histoire entre vous, entre ces femmes. Alors d'abord, je rappelle que ce film est un travail d'équipe et que il a été donc produit par Arte. C'est 3 ans de travail avec mon co-auteur et co-réalisateur Christophe Schweiger. Voilà, ce film est un travail d'équipe avec toutes les femmes et tous les personnages que vous avez vus avec nous. On a une ouvreuse de porte qui a été la dernière femme que vous avez vue, Nathalie Guetta-Babourage, qui, grâce à la confiance de laquelle on a pu avoir accès à autant de, je dirais, d'intimité avec ces personnages, avec ces femmes, avec ses sœurs, avec ses amis, Donc on a pendant 1 an, voilà, on a parlé avec elle longtemps, et ensuite on a écrit pendant 1 an, et ensuite on a tourné pendant 4 semaines. Donc c'est des aventures au long cours, et il y a 6 semaines de montage, et bien sûr au montage, tout se réécrit à nouveau. Voilà, donc des choix. Et on avait choisi le moment du carnaval parce qu'on voulait vraiment que Akio, parce que cette réappropriation du corps territoire passe aussi par l'espace public. Et le carnaval que vous avez vu, c'est pas le carnaval sur les gradins, c'est vraiment un déboulé. Donc il faut d'ailleurs courir très vite pour les filmer parce que ils foncent. Et donc ils se réapproprient cet espace public, et on voulait vraiment terminer par cette séquence-là de feu, finalement, d'énergie. Là, en revoyant les images, est-ce que vous avez une idée de que représentent les costumes qu'on voit où ils ont le visage peint en blanc et ils sont dans des toiles? Oui, alors c'est vrai que c'est censé représenter les femmes. Le thème de ce carnaval c'était les madames, comme dit le personnage à la fin. Et donc je pense c'était des femmes de Cro-Magnon ou des femmes de tous les âges, je sais pas, mais en tout cas c'était sur le thème des femmes, ces déguisements. Alors, j'imagine que vous avez plein de questions. Je vois pas grand-chose, mais On voit j'ai rien, là. envie de voir des doigts qui se lèvent parce que c'est un film dans lequel il se passe beaucoup de choses. Alors, soyez pas timide. Il y a Hein. une zone de timidité. Ah, merci. Il a un peu éteint la lumière. Peut-être qu'en attendant que les gens pensent à... Ah, ici. J'ai une question à vous poser à propos de le bain de forêt. Et cette guérisseuse, ancien médecin, est provenant de quelle communauté? Je pense que c'est une hindoue, parce que je vois, il y avait un signe. Oui, elle est de Bangalore, je crois, en Inde. Et bangladesh, ok. Elle a de la famille guadeloupéenne, et donc elle habite là-bas, en Guadeloupe. Elle habite là-bas, mais ses origines sont bengali peut-être, non? Non, je crois. Non, en fait, c'est Pondichéry. Elle est d'origine de Pondichéry. Elle est tamoule alors. Elle est d'origine tamoule. Oui. Alors j'ai dit ça parce que en Inde, il y a une petite tribu qui pratique, comment dire ça s'appelle Sarnastal, et ils ont comme adorateurs les arbres. Et ils guérissent pas mal des maladies avec ça. Les gens ne connaissent pas. Ils font de puja. Puja, c'est-à-dire donation sur les arbres qui est central au village. Et c'est des tribus qu'on ne connaît pas encore exactement. Comment ils arrivent en fait à guérir certaines maladies. Ils entrent dans une transe, comme très correctement cette guérisseuse a fait ça délicatement, en contact avec les arbres, parce que les arbres, ils ont la puissance de vous rééquilibrer votre corps. C'est-à-dire, ils arrivent à vous identifier, et à un moment, ils passent en fait sur la... Et là, je suis très frappé par cette pratique, en fait. Cette pratique, vous l'avez compris, c'est pour essayer aussi de faire baisser le niveau de stress. Je suis et d'accord. il y a des études japonaises qui montrent que ça baisse le cortisol de 13%. Il y a aussi un effet sur l'état physiologique global, et c'est un peu son intention à elle. Oui, parce qu'il a utilisé les bancs de forêt. Au Japon, il utilise ça. Par exemple, quand vous êtes dans une dépression, etc., et il vous prescrit dans la sécurité sociale 2 semaines bancs de forêt.
chose qui ça peut être un petit peu scandaleux pour nous les C'est un Européens rêve. occidentaux. Tout le monde voudrait se faire prescrire des bains de forêt. Il y a effectivement des filles, ils appellent ça Shinrin-yoku, et grâce à ça, ils peuvent protéger les forêts, ce qui est aussi extrêmement bien. Mais merci pour... En fait, dans ce film, on est un peu, vous l'avez vu, dans un grand écart permanent, parce que je voulais aborder aussi la partie scientifique. Donc, on va pouvoir parler avec Sarah Gaspard, et vous pourrez lui poser ces questions aussi. J'avais besoin aussi d'avoir cette partie à la fin où on est sur le bien-être de la nature, parce qu'elles-mêmes en ont besoin pour continuer leur combat. Et puis, on a la danse et l'artivisme aussi pour ne pas... Vous savez, on part 3 ans avant le montage, puisque je vous ai expliqué, il y a 1 an de travail, 1 an de développement. Etc. Donc, on ne peut pas coller à l'actualité juridique du chlordécone. Et d'ailleurs, donc, on avait ce biais-là de l'art et de la représentation culturelle et du carnaval et de la science aussi, parce que on savait que les procès étaient perdus et qu'ils le sont encore, et que la justice n'est pas à la hauteur sur ce problème de chlordécone, il faut le dire. Donc nous, on ne peut pas coller à cette actualité-là. Peut-être on peut en parler ensemble, mais en tout cas, les procès sont perdus les uns après les autres, les appels sont perdus, donc c'est un scandale, un vrai scandale. Mais elles ne sont pas elles sont dans la colère, mais elles veulent tourner la page. Donc c'est ce qu'on dit dans le film. Donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas rester à ce grade de colère, et qu'on avait aussi besoin de couvrir ces aspects de réappropriation culturelle, qui est le sujet qui me paraît le plus intéressant. Réappropriation et d'un territoire et d'un mode alimentaire, et d'une spiritualité aussi, avec ces bains de plantes, et donc aussi avec l'aide de la science, parce que c'est un tout, ce combat. Et de leur corps aussi, vous faisiez le lien justement entre le corps territoire et elle en parle. Oui, parce qu'elle traverse des maladies. Alors les hommes aussi. Pour les hommes, le cancer de la prostate, pourquoi ils ne s'expriment pas, ou pourquoi ils ne sont pas autant? Parce que ça touche à une virilité, et ça touche à une... on sait que les conséquences de ces maladies c'est gênant en fait pour les hommes de parler de ce sujet-là, et ça touche à leur virilité, ils ont du mal à l'exprimer. Nous aussi, les femmes, on nous enlève ça touche à notre féminité, à l'image de notre féminité, mais culturellement, il y a beaucoup plus de mal que les hommes. On avait demandé à des hommes de faire partie de ces cercles d'Amazon, mais un monsieur est venu, mais on a du mal à les faire parler. Il aurait fallu encore plus de temps. Je crois qu'on y serait arrivé avec un peu plus de temps. Et pourtant, la maladie professionnelle du chlordécone est reconnue pour les hommes et pas pour les femmes, encore. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, du coup, merci déjà de pouvoir présenter un travail comme ça. Je trouve que ça met beaucoup en lumière un retour aux sources, même par rapport... on parle de la mère Terre, et du coup, là, c'est une belle... c'est très touchant, et c'est une belle démonstration de diverses corps de métier qui peuvent s'assembler pour montrer ça. J'ai 2 questions, mais ma première question, c'est avant même de commencer à créer cette idée, ce projet, comment il est venu en tête, comment est-ce que vous êtes lancé dans ça, en fait, dans ce projet? Moi, je travaille sur l'écoféminisme et la sororité écologique depuis 2015-2016. Donc, j'ai publié un premier livre qui s'appelle Sœurs en écologie, puis un autre ensuite. Après 30 ans d'écologie et d'environnement, je me dis que cette voie-là, de se réapproprier une égalité déjà entre les hommes et les femmes, se réapproprier une culture, un territoire et les enjeux de santé environnementaux sont vraiment une façon d'aborder ces questions-là, non plus sous la forme d'injonction, mais sous une forme qui est plus intérieure. Et j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Et c'est mon co-auteur et co-réalisateur qui m'a entendu dans un podcast parler d'écoféminisme. Je crois que c'était Baleine sous gravillon, et qui a voulu travailler avec moi sur ce sujet-là en tant qu'homme. Ces femmes ont été filmées par un homme. Et par une deuxième caméra guadeloupéenne aussi. On avait toujours une deuxième caméra, que ce soit en Inde, au Kenya, en Guadeloupe ou en Pologne. Les autres films, on avait toujours une deuxième caméra issue du pays où on allait.
Mais c'est quand même Christophe qui les a filmés, y compris dans des moments intimes, de bain, etc. Il a un très beau regard sur leur corps. C'est un des films où on voit le plus de corps des femmes. Et comme il y avait ce climat de confiance, voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il y avait ce travail d'écoféminisme. Il y a eu une envie d'un homme d'aborder ce sujet-là. Et ensuite, il y a eu ces 3 années d'élaboration et la confiance d'Arte pour ce sujet, pour cette collection. C'est un travail de longue haleine. Ok, merci. Ma deuxième question, c'était en fait comment la place du gouvernement elle est peut-être venue, enfin pas du gouvernement mais peut-être de l'État, par rapport la chlordécone c'est un sujet assez tabou. En fait il y a peu d'avancées là-dessus. Parler de ça parfois ça peut être peut-être un peu touchy. Donc je voulais savoir si vous avez eu des barrières, des difficultés. J'ai eu aucune barrière et j'ai bien l'intention d'en profiter et de demander à Delphine Bateau de me faire une projection à l'Assemblée nationale de ce film, parce que je trouve que c'est une façon de parler du chlordécone qui est offensive, parce qu'on dit quand même des choses terribles, mais en même temps qui ne met pas, comment dirais-je, qui ne fait pas de la Guadeloupe une terre infestée, parce qu'il y a ces énergies de combat et de résilience. Donc je pense que c'est un film qui est visible aussi. Moi, mon plus beau cadeau, c'est que les femmes l'aient aimé, ce film, et qu'elles en sont fières et contentes. Ça a été projeté en Guadeloupe, dans un endroit où elles l'ont toutes vu ensemble. Et j'aimerais bien le reporter en festival là-bas. Donc c'est quelque chose qui est entendable, le message qui est porté dans ce film. Et on pourra réactualiser ça avec Sarah Gaspard, parce qu'il a été tourné il y a 1 an et demi. Et donc, depuis 1 an et demi, elle va certainement nous raconter d'autres choses. Mais en tout cas, moi, je vais essayer de le porter dans des instances, justement, publiques, où on n'accuse personne, mais quand même, on pointe du doigt le scandale de ce produit. Bon, je vous félicite de tout le travail que vous avez fait et aussi à toutes les dames qui ont participé aussi. Moi, ma question, c'est par exemple à cause de la banane, à cause des pesticides que ça coulait, par exemple, là-bas. Comment l'eau, on ne peut pas empêcher de couler. Il n'y a pas de frontières pour l'eau. Est-ce que ça contamine ailleurs? Je ne sais pas si ils font ces études, parce que je pense qu'il n'est pas concerné Guadeloupe. Je pense que ça nous concerne à tout le monde. Cet pesticide qui est ici aussi en France et partout, il utilise encore ces pesticides. Je ne sais pas si c'est ça ou les autres. Il utilise des pesticides pour cultiver. Et c'est ça ma question. Je ne sais pas si ils ont fait des études ailleurs que de Guadeloupe. Oui. C'est vrai que ce produit-là, il a été le scandale, et puis je vais élargir, le scandale, c'est que ce produit-là, il a été utilisé à partir des années 77 aux États-Unis. Il s'appelait Kepon, qui est le nom du spectacle de Stéphanie Mellon-Renette. Il a été interdit vite parce qu'ils se sont rendus compte que ça crée des intoxications, que les gens tombaient malades. Donc il a été interdit aux États-Unis. En 1 an, ils l'ont interdit. En France, il a fallu attendre 90. Et il y a eu une dérogation de 2 ans d'utilisation de ce produit dans les Antilles pour les bananes. Donc il y a une BD qui raconte ça très bien, qui s'appelle Tropique, c'est pas Triste Tropique, ça c'est Lévi-Strauss, mais Tropique, quelqu'un sait dans la salle? Tropique Toxique, exactement, de Jessica Oublié. Et qui est excellent parce que c'est un peu comme la BD sur les algues vertes. Il démonte tous les fils et toutes les intrications des autorisations qui n'auraient pas dû être données, etc. Donc
Donc en soi, c'est déjà un scandale. Après, le deuxième scandale, c'est que ce produit, il a été utilisé contre le charançon des bananes. Est-ce qu'on aurait pu lutter contre ce fléau par d'autres biais? La réponse est sans doute oui. Et surtout, c'était un produit d'exportation. Donc ça a contaminé des terres pour produire des bananes qui n'étaient absolument pas destinées à l'alimentation locale, mais à être exportées chez nous. Et troisième caractéristique, ce produit, il infecte les terres. Alors pas toutes les terres de la Guadeloupe. C'est là où je devrais vous passer une carte, et ça j'aimerais qu'on en parle avec Sarah, parce qu'il y a quelques semaines, il y a une nouvelle carte. Donc ce n'est pas toute la Guadeloupe qui est contaminée. C'est vraiment les zones où il y avait les plantations, donc Basse-Terre, le sud-est, et donc c'est des zones qui sont identifiées, c'est des cartes qui sont réactualisées. Et il y a des programmes comme de gouvernementaux qui essayent de pallier à ces contaminations, de produire sur la hauteur. Et puis, malheureusement, c'est les légumes racines qui en absorbent le plus. Parce que ça descend, mais ça ne monte pas aux bananes. Voilà. Après, je ne peux pas extrapoler votre question aux pesticides en général parce que c'est trop vaste. Et que, évidemment, que la santé environnementale, aujourd'hui, c'est un parent pauvre de l'écologie. Malheureusement, parce que c'est des prises de conscience qui sont extrêmement fortes. Et le mot de prévention est un gros mot en France, dans la médecine française. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais le mot prévention devrait être mis vraiment en bannière. Et simplement, il est compliqué à évaluer. Évidemment, savoir si on ne va pas tomber malade est compliqué à évaluer. Bon, donc, pour moi, on a droit à vivre dans un environnement. Ça, c'est un droit constitutionnel dans notre charte. Le droit à vivre dans un environnement sain n'est pas respecté dans des pays comme la Guadeloupe, mais comme bien d'autres pays dans le monde. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je vais prendre la parole pour moi-même. Je voulais vous remercier pour ce magnifique documentaire où la femme est réhabilitée. On retrouve les arts, la science, beaucoup de symbolisme. Et on voit donc l'aspect care qui est porté par les femmes. Et je voulais savoir si c'était une sensibilité spécifique aux femmes ou si on pouvait aussi espérer que cela soit aussi porté par les hommes. Moi, j'essentialise pas ce sujet-là. Dans tous les 4 films qu'on a faits, on montre des femmes qui sont aux prises avec des enjeux écologiques urgents. Là, c'est la santé environnementale. En Inde, c'est l'eau. Au Kenya, c'est la replantation d'arbres. En Pologne, c'est la terre. Donc, chaque film a son élément aussi. Et ce qu'on raconte, ce qu'on essaie de montrer, c'est que ces femmes, elles sont dans le care, comme vous dites exactement, parce qu'elles sont en première ligne, comme on dit dans l'écoféminisme. Elles sont obligées. En fait, ont-elles vraiment le choix pour nourrir, pour apporter de l'eau, c'est elles qui nourrissent, c'est elles qui vont chercher l'eau en Inde, c'est elles qui cultivent des pépinières en Afrique. Donc elles sont dans ce care parce que c'est très concret pour elles de trouver des solutions. Elles sont obligées de trouver des solutions pour prendre soin de la terre, pour prendre soin de leur corps, pour prendre soin de leur communauté. Et les bénéfices de ce qu'elles font vont bien au-delà de leur communauté. C'est ça qu'on essaye de montrer aussi. Donc ce care, c'est comme une spirale. Et ça touche. Donc moi, je pense que les hommes sont là. En Inde, si vous voyez le film, c'est très conflictuel parce qu'elles n'ont pas le droit de sortir de chez elles et que quand elles sortent, elles se font battre et que donc dans notre film, elles sortent parce qu'elles veulent créer et récupérer l'eau de mousson. Et donc c'est beaucoup plus conflictuel. En Pologne, c'est un autre sujet. Donc ils sont beaucoup plus présents, par exemple en Pologne, les hommes, sur le care. On voit que c'est des couples qui portent les projets autour de la terre, de la permaculture, l'échange de graines, etc. Les hommes sont beaucoup plus présents. En Inde, pas du tout, ou alors ils sont hostiles, sauf quelques-uns sauf un, en gros, mais ça a suffi. Un seul homme en Inde pour aider une femme à apprendre à lire et surtout à se réveiller dans sa puissance de femme, sortir de chez elle, et ben ça a suffi pour l'Inde, un seul homme. Alors que les autres étaient hostiles. Et là, ils sont autour, mais ils sont
en raison de ce que je disais tout à l'heure, d'atteinte de virilité, aussi de ces femmes potomitantes qui occupent beaucoup d'espace. Hein. Elles sont presque, malgré elles, des potomitantes. Les jeunes générations ne veulent plus tellement. Là, je parle sous la gouverne s'il y a des personnes de Guadeloupe ou des Antilles, ça serait intéressant d'avoir leur témoignage. Mais moi, ce qu'elles m'ont dit, c'est qu'elles ne veulent plus être les seules à porter le care. Elles aimeraient bien que les hommes soient là, autour, avec elles. Elles ne veulent pas tout porter. Mais simplement, c'est encore elles qui gèrent l'alimentation, le soin, l'hygiène. Et donc, cette pollution environnementale, elles se la prennent en pleine face. Et donc, le care pour elles, c'est leur soft power, c'est leur pouvoir doux pour essayer de prendre soin de la terre et de se réapproprier leur corps aussi, et la terre et l'eau. Et voilà. Alors, en attendant, peut-être que vous pouvez nous parler, nous définir un peu ce que c'est que l'écoféminisme, parce qu'en fait, c'est une branche du féminisme qui est un peu... Enfin, il y en a tellement. Ouais. Et je ne sais pas si tout le monde est au courant dans la salle de ce que c'est, dans les grandes lignes. Oui, je peux le dire en 2 mots. C'est un mouvement qui part d'un principe assez simple, c'est qu'être féministe sur une planète qui n'est plus habitable ou qui est polluée, ça ne sert à rien. Et que donc le pacifisme, l'écologie, le féminisme pour l'égalité, la justice sociale, la justice écologique et le combat écologique se rejoignent dans leurs intentions. Et voilà, c'est ça l'écoféminisme. Et c'est plus ou moins puissant. Ça a été porté au Kenya par une femme comme Wangari Maathai, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2004 et qui avait compris que l'égalité homme-femme, le fait que les femmes replantent des arbres, qu'elles aient accès à des pépinières, qu'elles aient une autonomie financière, qu'elles accèdent à un nouveau leadership, eh ben ça conduisait à pacifier les esprits et à faire la paix entre des communautés qui se faisaient la guerre avant parce qu'elles étaient très pauvres. Et quand cette autonomisation financière s'est passée par les femmes, a rejailli sur toutes les communautés et elle avait fait le lien entre la paix, l'écologie et le féminisme et l'égalité homme-femme. C'est ça c'est un bon exemple d'écoféminisme pour moi, mais il y en a d'autres plus ou moins combattantes, plus ou moins. Vandana Shiva en Inde est très, voilà, maintenant on la connaît, elle se bat aussi contre Monsanto. Enfin, c'est des femmes qui sont fortes. Les femmes des Sœurs de la Terre de la collection, elles se revendiquent pas toutes écoféministes, mais dans les faits, là, on en a quand même quelques-unes qui le font. Mais dans les faits, c'est ce qu'elles font. Elles luttent pour la justice, l'égalité homme-femme, pour l'écologie et la santé. Et la santé revient souvent dans ces luttes écoféministes. Voilà. Et comment elles vont aujourd'hui, les femmes que vous avez rencontrées, qu'on voit au travers du documentaire? Est-ce que vous avez des nouvelles régulièrement d'elles? Alors, on a créé un groupe WhatsApp Sœurs de la Terre du monde entier. On est sur 4 fuseaux horaires. Donc, il y a les Indiennes, les Africaines, les Guadeloupéennes. Et donc, on se parle, on se donne du courage. À terme, je pense qu'on va créer des projets, qu'on va se soutenir. On s'échange des graines. Les Polonaises veulent nous envoyer des graines. Elles veulent les envoyer aux Africaines. Enfin bon, on rigole aussi. Et donc, elles vont bien. Ces questions de santé se relèvent de l'intime, donc je ne leur demande pas toutes les 4 matins des nouvelles de leur santé et de leur maladie, de leur guérison surtout, parce qu'il y a beaucoup de pudeur aussi quand même sur ces sujets-là. Voilà, et que on est loin ici quand même, mais voilà, on a créé cet esprit de sororité intercontinentale. Alors, je ne sais pas si on a des nouvelles de Sarah. Non, elle n'est pas là. Je ne sais pas trop quelle heure il est. Il est 10. Il est 10. Bon, on va encore attendre un petit peu, voir si elle se connecte depuis la Guadeloupe. C'est vrai que faut le temps de la connexion, on va dire. C'est loin. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Oui, là-haut. Moi, j'avais des questions un peu plus concrètes sur la reconnaissance des victimes justement de la chlordécone. Parce qu'en France, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une femme la semaine dernière qui a été reconnue victime d'un pesticide pour les fleuristes, où elle était enceinte pendant qu'elle était fleuriste,
et qu'elle a été reconnue victime parce qu'elle a accouché et sa fille est décédée d'une leucémie à 12 ans. Et donc, elle a réussi à se faire reconnaître victime de pesticides. Et donc là, est-ce que, donc ça c'est en métropole, est-ce que comparé dans les dom-toms, est-ce qu'il y a un gap entre la reconnaissance des victimes de pesticides? Voilà, si vous avez des réponses à ces questions. C'est sûr que ce qui est arrivé la semaine dernière devrait absolument impacter cette question du chlordécone, et je suis absolument persuadée que tout ce qui compte de juristes ou des gens qui les aident dans leur combat vont s'emparer de cette affaire, parce qu'il le faut. Le problème de ce sujet-là, et c'est arrivé à l'agriculteur qui pourtant a réussi à être reconnu comme maladie professionnelle après avoir utilisé un pesticide, c'est que lui, sa femme était infirmière, et quand il a manipulé le pesticide et qu'il a inhalé, il est tombé dans les pommes immédiatement à cause de la toxicité du produit. Il a été immédiatement emmené à l'hôpital et ils ont vu qu'il avait ce pesticide dans le sang, et il y a eu une reconnaissance immédiate de la cause à effet qui a été validée. Et donc cet agriculteur, lui, il n'a pas gagné tout de suite, hein, il a fait appel, il a perdu, ça a duré des années. Et lui, il a quand même eu cette reconnaissance de la maladie, de la cause environnementale de sa maladie. Ce qui est compliqué avec le chlordécone, c'est qu'il y a une temporalité longue, et qu'il y a aussi par là-bas de la malbouffe, il y a d'autres problèmes, et donc c'est toujours cette idée compliquée d'identifier une seule cause à des maladies. Mais la maladie professionnelle étant reconnue pour les hommes, du chlordécone, ou de la chlordécone, je ne sais jamais, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas reconnu pour les femmes. Et de même qu'il y a des maladies comme l'endométriose, qui explosent aussi là-bas, et qui explosent aussi chez nous. Il y a des sensibilités, les organismes se détraquent. Et les cancers sont de plus en plus jeunes, les femmes sont de plus en plus jeunes, c'est ce qui est dit. Donc, à un moment donné, là, c'est un problème de santé publique qui va être pris en compte par les autorités. Il y a pas de... Enfin, moi, j'envisage pas que ça soit pas le cas. Donc, c'est un combat. De toute façon, apparemment, il y en a pour 700 ans. Donc, oui, sur les terres les plus contaminées, quelques centaines d'années, dit Sarah. Mais oui, c'est du long terme, ça c'est vrai. Mais toutes les zones de Guadeloupe ne sont pas contaminées. Voilà, ça, il faut le dire. La carte le montre à nouveau. super. C'est vrai, elle est là? Oui. Ah, trop bien. Oui, bonjour. Ah, super. Elle nous Bonjour, voit? bonjour à Bonsoir. tout le monde. Bonsoir, Sarah. Bonjour Pascal. Salut Sarah, tu nous vois? Salut. Oui, je vous vois très bien. Je vous vois. Pas très bien, mais je vous vois. Très Je vous bien. entends en tous les cas. Donc Ouais, ça, c'est super. on vient de revoir le film, je suis contente de te voir. On vient de revoir le film, Bah, c'est toujours super. émouvant. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce que peut-être tu en es, toi, de tes recherches, parce que ça a été tourné il y a 1 an et demi. Est-ce que tu peux... Voilà, je te remercie vraiment beaucoup d'être avec nous. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu en es des recherches qu'on a vues, et puis nous parler peut-être de réactualiser la carte qui a été publiée là, il y a quelques semaines sur les zones. Voilà, on avait envie de t'entendre là-dessus. D'accord. Ben, en fait, déjà, je vais vous remercier. Je remercie le festival de m'avoir invité à parler au moins de l'intervention qu'on a fait durant ce film. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir fait ce film, Pascal, puisque c'est quelque chose qui est important, qui a un impact, qui donne une vision de ce qu'on vit, de ce qui se passe en Guadeloupe, qui est très, très fine et sensible. Et je crois que ça a touché beaucoup de personnes qui ont vu le film déjà en Guadeloupe et donc qui m'ont dit cela. Maintenant, concernant les travaux de recherche, ils sont en cours. Il faut savoir que ce type de recherche, c'est des recherches au long cours, puisque il y a différents aspects que l'on développe. Il y a un aspect qui concerne la séquestration de la molécule en utilisant donc des charbons actifs. Donc, où là, les charbons actifs vont piéger la molécule et vont empêcher le transfert de la molécule de chlordécone vers les plantes et vers les animaux d'élevage. Et donc, à l'époque du film, on démarrait
la mise en place de manipulation de terrain. Et donc, on a eu des premiers résultats là, cette année qui montrent qu'effectivement, je veux dire, le procédé qu'on a envisagé, en tous les cas pour la séquestration de la molécule de chlordécone, euh, fonctionne. Donc, on a identifié deux types de charbon actif. Il y en a un pour lequel ça fonctionne bien, l'autre pour lequel on devrait optimiser encore les propriétés du charbon actif que l'on avait sélectionné. Donc, voilà où on en est sur le volet. Enfin, c'était des biochars. Donc, on avait un charbon actif et un biochar. Et le biochar, en fait, c'est un charbon, mais qui n'a pas subi un processus d'activation comme le charbon actif et qui généralement peut être utilisé dans l'agriculture et moins coûteux. Mais effectivement, pour ses performances de séquestration, il est moins bon. Le deuxième aspect sur lequel on travaille, c'est le volet microbiologique, où nous, ce qu'on souhaite envisager, c'est de voir, donc on a déjà vu que dans les sols de Guadeloupe, il y a des bactéries capables de dégrader la chlordécone. Pour le moment, on obtient des vitesses de dégradation qui sont encore lentes. Donc, notre idée, c'est de voir comment on pourrait accélérer ces vitesses de dégradation, quel type de nutriments il faudrait pour cela. Donc ça, c'est encore à l'étude. Et en parallèle, on a démarré une étude en plein champ où on a des résultats, je dirais, qui sont prometteurs, qui sont tout à fait prometteurs. Mais pareil, hein, il y a vraiment des besoins en termes d'optimisation. Donc c'est vrai que ce type de travaux de recherche, ça peut parfois sembler frustrant, mais on va dire que le temps de la recherche reste quand même un temps qui est assez long, quoi, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des Merci. questions? Sur la carte qui a été publiée il y a quelque temps, est-ce que les zones ont foncièrement changé entre la Non, carte? pas foncièrement. En tous Est-ce que les tu cas, de peux ce nous que j'ai l'expliquer vu. peut-être pour les Alors, personnes ici? généralement, c'est le sud Basse-Terre. Ce sont les zones de production de bananes, en fait, qui sont les plus concernées et qui correspondent à peu près à un tiers des zones agricoles de la Guadeloupe. Alors, il faut savoir que la Guadeloupe est composée de deux îles. Il y a une île qui se trouve plus au nord-est, qui est calcaire, et une île qui se trouve plus à l'ouest. Et dans la partie sud, on a un versant qui est très arrosé et donc où ont été plantés en général les bananeraies. Et c'est là où effectivement, donc on a des températures qui sont plus basses, on a une quantité d'eau qui est plus importante. C'est aussi le château d'eau de la Guadeloupe. Et c'est dans ces zones-là, en fait, que l'on a des concentrations de chlordécone les plus élevées. Et je n'ai pas vu de grosses différences, en fait, entre la précédente et la dernière. Donc, je crois qu'elle reste encore à affiner cette carte. Alors, je vais avouer que je ne m'y suis pas encore penchée, parce qu'on est en pleine période de cours, de rush en ce moment. Donc, j'ai vu, bon, les articles de journaux, mais il faudra que je regarde de manière un petit peu plus fine ce qui a été fait de nouveau par rapport à l'ancienne carte pour vous en dire plus. Mais effectivement, les retours sont les mêmes, en fait, des personnes dans le domaine de l'écologie et des associations qui ont regardé de plus près. Ils disent qu'effectivement, elle est un petit peu, elle mérite, elle doit être affinée parce qu'il n'y a pas assez de points de prélèvement qui sont réalisés. Et là-dessus, effectivement, on a une difficulté, c'est que un certain nombre d'acteurs de la science, de la recherche et le laboratoire public souhaiteraient qu'il y ait un laboratoire ou des équipements qui puissent être attribués localement pour réaliser ce type de cartographie. Et on est toujours dans cette attente, alors que depuis le plan chlordécone précédent et celui d'un plan 4, chlordécone 4, c'était des choses qui étaient prévues et qui devaient être budgétisées pour équiper les laboratoires, quoi. Voilà. Donc, on est toujours dans cette attente d'équipement pour pouvoir faire les analyses diverses, hein, de sol, d'eau, etc.
Alors, je sais que toi, tu es vraiment dans le registre scientifique, hein, mais j'ai quand même envie de te demander, avant de passer peut-être la parole à la salle, sur un plan, est-ce que vous attendez encore quelque chose de la justice ou pas? À la fin de ta séquence, tu parles de ce laboratoire, hein, que vous pourriez faire ici en Guadeloupe, enfin là-bas en Guadeloupe, chez vous, Oui. sur votre île. Est-ce que ça signifie que vous attendez plus rien de la justice et que vous êtes sur un modèle, que vous avez la réappropriation va jusqu'à un nouveau modèle économique agricole? Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ça, de nous recontextualiser ça, si tu veux bien? Moi, je pense dans tous les cas, un nouveau modèle économique est nécessaire. C'est un modèle où il y aurait beaucoup moins d'intrants ou qui serait moins sur une monoculture, hein. Donc, on est encore dans la monoculture sur certaines parcelles et où il y aurait, donc en fait, il faut savoir que on a beaucoup de monoculture qui est aidée par des subventions, etc. Et c'est beaucoup plus difficile pour la diversification. Et donc, effectivement, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de personnes du monde agricole sont en attente de changements à ce niveau-là et qu'il y a des possibilités d'avoir je veux dire, des produits locaux qui soient produits en quantité suffisante. Et justement, on est dans une question sur la vie chère qui se pose parce qu'il y a une alimentation qui est beaucoup basée sur des produits qui viennent de l'extérieur. Et là, la vraie question qui se pose, c'est comment réorganiser l'agriculture pour avoir une alimentation qui soit plutôt en priorité basée sur des produits locaux, produits localement. Donc, on a un modèle économique, un modèle sociétal aussi à revoir et parce qu'il y a beaucoup de plus en plus, en tous les cas en Guadeloupe, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se tournent vers des méthodes telles que permaculture, qui essayent de produire beaucoup plus sainement, quoi, en fait. Et donc là, ça aurait un impact très positif sur les sols, sur la santé, etc. Alors, pour ce qui concerne de la justice, je dirais que non, les avocats, les associations restent toujours mobilisés. Donc là, je ne pourrais pas en dire plus hein, sur ce qui est prévu actuellement en termes d'action en justice. Je pense qu'il faudrait effectivement que ce soit plutôt des avocats, des gens qui en disent plus. Mais il y a toujours des mobilisations et l'idée, c'est peut-être d'aller à un niveau européen. Donc ça, c'est quelque chose qui était aussi dans les tuyaux, puisque au niveau national, il n'y a pas tellement je veux dire, on n'a aucun retour positif en tous les cas pour que la justice ou la justice se prononcerait au moins pour des réparations, pour qu'il y ait des mécanismes qui permettraient à ce qu'il y ait des indemnisations suffisamment conséquentes, etc. En fait. Et l'étude des effets de la chlordécone sur les cancers féminins, seins, etc., ça avance pas non plus tellement? Alors C'était moi, une je sais question de que la c'est en salle tout à l'heure. cours. Je sais que c'est en cours. Alors, est-ce que ça n'avance pas? Je sais que c'est en cours. Ça, j'en suis sûre. Maintenant, il y a des résultats d'études qui devraient sortir prochainement, mais là-dessus, bon, je crois qu'il y a quelque chose qui est prévu dans les semaines à venir sur la question des cancers féminins, mais il y a eu effectivement une mobilisation de laboratoires et de financement pour faire ces études-là. Donc ça avance alors. Bon, on va amener les guérisseuses du territoire à Bruxelles. C'est ça qu'on va faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des questions pour Sarah dans la salle? Ah oui. Bonsoir Sarah. J'aurais une Oui. question, puisque vous venez de dire que du coup le temps de la recherche est différent. Savoir à peu près combien de temps vos recherches prendraient en plus, puisque ma question est, dans le documentaire, vous aviez dit que la communauté scientifique, en tant que femme venant d'une petite île, n'était pas forcément la plus réceptive. Donc j'aimerais savoir si une fois que vos recherches seront publiées, ou si ça a déjà commencé, si c'est en plusieurs articles,
si vous commencez déjà à avoir plus de poids presque médiatique, et donc savoir si ça se dissémine, puisque le problème de la chlordécone n'est pas que le problème de la Guadeloupe. Merci. Si, en fait, en général, les travaux que j'ai réalisés sont déjà publiés. Alors, ce qui m'avait très surprise, en fait, lors du dernier colloque chlordécone, c'est que nos travaux n'étaient pas cités. Donc, c'était assez bizarre, parce que certains auteurs parlaient de résultats, etc., sans les citer. Donc, bon, OK. Et puis, ce qui avait été assez marrant, c'est qu'enfin, qui m'avait fait, je dirais, on peut dire sourire, mais c'est pas vraiment ça, hein. C'est un sourire un peu, enfin, bon, je ne m'étendrai pas. C'est qu'après, il y avait un certain nombre de questions qui étaient posées par rapport à ces travaux-là. Et donc, finalement, au final, ces collègues, beaucoup, la plupart hommes, donc, disaient, ah ben, il faut demander à Sarah. Donc, c'est très marrant parce que c'était dans une audience, il y avait au moins 150 personnes et ben, pas mal de personnes l'ont remarqué, quoi. C'est-à-dire qu'au moment de présenter les travaux et leurs travaux, et quand ils faisaient référence à des idées qui correspondaient à des choses qu'on avait déjà dites ou publiées, ils ne le disaient pas. Et puis après, quand ils étaient un petit peu embarrassés par certaines questions, ben, il fallait demander à Sarah, quoi. Donc, voilà. Donc, bon. Donc, je dirais que ce sont des procédés qu'on retrouve en science, hein. Je dirais que ce n'est pas seulement lié à la chlordécone, hein. Je crois qu'il y a eu beaucoup de femmes scientifiques dont les travaux ont été tus ou mis un petit peu à côté. Mais là, effectivement, comme on a déjà publié, donc au bout du compte, c'est déjà marqué d'une pierre. Donc, c'est très difficile qu'il se de s'en approprier. Mais par contre, ce n'est pas correct de ne pas y faire référence. Voilà. La déontologie vaudrait que référence y soit faite, quoi, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question pour Sarah? Oui. Bon, et puis j'avais aussi des anecdotes au début. Ah oui, peut-être. Non, je disais au début, quand on a démarré un peu ces travaux, on venait nous chercher pour nous dire, bon, ben, est-ce que vous pouvez aller chercher des échantillons de sol? Est-ce que vous pouvez les ci? Est-ce que vous voulez ça? Mais sans nous dire, bon, ben voilà, on peut mettre en place une convention de recherche, mettre en place un travail commun, quoi. Et moi, dès le départ, j'ai dit non, moi, je veux travailler sur des bases un petit peu où on est d'échange, hein, ou d'égalité, et où il y a une convention de recherche qui soit mise en place et qui montre la place de chacun en termes scientifiques. Donc, et cela, je l'ai dit très vite. Bon, c'est vrai que ça ne s'est pas forcément passé chez certains, mais j'ai après cherché des collaborations où ce principe-là était accepté par l'autre personne avec qui je collaborais. Bonjour et donc merci pour ce témoignage. Au niveau de votre méthode de travail et de la manière dont vous travaillez, est-ce que vous travaillez de façon et comment éventuellement de participative à la fois quoi, donc, avec les agriculteurs éventuellement dans les plantations hautes hommes et éventuellement aussi éventuellement avec les femmes, y compris les femmes victimes. Donc voilà un peu comment vous travaillez en participation. Est-ce que vous travaillez en participation et comment avec les Oui, je voilà. travaille avec des agriculteurs pour différentes raisons. D'une part, c'est que parfois, ça peut être une demande. Certains agriculteurs nous disent, bon ben voilà, on a vu que notre sol est pollué, on a envie de dépolluer. Si vous faites des tests, utilisez notre parcelle, on est preneur. Donc ça, c'est très bien. Et parfois, ils sont très volontaires. La deuxième raison, c'est qu'ils peuvent nous parler de leurs problématiques et de comment ils aborderaient un système de dépollution. Est-ce que ça correspond à leur vision de l'agriculture? Donc ça aussi, c'est très important et de la manière dont ils travaillent. Je veux dire qu'on est à la base des chimistes de laboratoire. Maintenant, il faut qu'on approche le monde agricole, mais pour moi, hein, il faut travailler aussi selon leurs prérequis, quoi, en fait. Pratiquement, moi, j'ai une vision où on devrait utiliser, en fait, déjà le potentiel
des sols, c'est-à-dire que les bactéries qui sont déjà potentiellement contenues dans les sols, pour dégrader la molécule de chlordécone. Et les premiers résultats montrent que ça marche, ça marche pas mal, quoi. Donc, en fait, la vision un peu biomimétique, c'est une vision qui m'intéresse. Et il y a des gens dans le monde agricole qui s'intéressent à cette vision-là, quoi, en fait, de voir comment on peut utiliser des attributs même qui existent déjà dans la nature pour mettre en place un système de dépollution. Je connais même quelqu'un qui a une entreprise où il va utiliser des chauves-souris, enfin, c'est-à-dire travailler en harmonie avec ces animaux-là. Et ça, je trouve ça très, très intéressant, quoi, en fait. Donc, donc, effectivement, pour moi, il s'agit vraiment de travailler de manière participative. Donc, comme je vous l'ai dit, de par la vision qu'on peut avoir de la mise en place d'un procédé, en fait, dans une vision un peu biomimétique. Il y a aussi le fait que parfois les agriculteurs sont preneurs, comme je vous l'ai déjà dit, d'une solution, mais aussi parfois ça sécurise aussi un dispositif qu'on aurait mis en place, de par le fait que quand on fait des études scientifiques, ben, il y a des paramètres à mesurer, il y a un certain nombre d'études à faire et il ne faut pas qu'il y ait trop de, comment dire, de perturbations du système qui seraient liées au fait que bon, quelqu'un serait passé, aurait tout enlevé, ou vous voyez, donc quand c'est dans un champ nu où il n'y a personne qui passe, par exemple, ben, il peut y avoir soit des dégradations ou donc en fait, finalement, on n'est plus dans un cadre scientifique, quoi, en fait. Donc ça, c'est aussi l'un des arguments qui fait que pour nous, c'est beaucoup plus intéressant aussi de travailler en collaboration avec des agriculteurs. Hommes ou femmes, moi, je travaille sur une parcelle où moi, c'est un couple, hein, un couple d'agriculteurs. Je discute beaucoup avec la dame, l'agricultrice, et ça se passe très bien. Merci beaucoup. Ah, il y a une main qui est levée là-haut. Bonjour, merci beaucoup pour votre Ouais. travail. Ma question, ce serait aujourd'hui, qu'est-ce qui vous aiderait le plus à avancer dans vos recherches? Est-ce que c'est par exemple le fait que dans les 150 scientifiques dont vous avez parlé dans le colloque chlordécone, aillent plus sur du travail qui va dans le sens de vos recherches à vous, qu'il y ait plus de scientifiques qui travaillent sur ce sujet, ou est-ce que c'est plutôt des financements, que ce soit de l'État ou autre? Qu'est-ce qu'aujourd'hui ferait avancer vos recherches autre que le temps qu'il faut pour étudier tout ça? Ouais, ouais, je pense que c'est les deux, en fait. Et puis, il y a aussi le volet équipement de laboratoire. Là, franchement, on est vraiment en mal d'équipement. Et je dirais que là, on a vraiment besoin d'être soutenu à ce niveau-là, quoi. D'avoir des équipements qui nous permettent de faire des quantifications de la molécule de chlordécone. Parce qu'autrement, en fait, chaque fois que vous faites une analyse, en fait, les analyses coûtent un peu plus entre 100 et 120 euros. Donc, ce qui fait que c'est énorme, quoi, en fait, quand vous faites les budgets, puisque on fait ce qu'on appelle des suivis de dégradation. Vous devez faire des mesures régulières à des temps réguliers, etc. Donc, on travaille aussi sur le traitement de l'eau, etc. Et donc, c'est un équipement qui serait nécessaire et qu'on utiliserait plusieurs fois par jour, quoi. On ferait plusieurs analyses par jour, quoi, en fait. Donc là, c'est vrai que ça nous limite. Ça nous limite vraiment dans nos études, là, actuellement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière question? Ah, trois dernières questions. Bon, allez. Rebonjour, deuxième question, et merci pour la question précédente, très intéressant. Moi, c'est sur un tout autre sujet, mais puisque ce documentaire que vous avez vu aussi était sur la notion de corps, territoire, etc., et qu'on a vu une ancienne médecin aborder plus un côté spirituel, j'aimerais savoir si ce documentaire a aussi résonné en vous sur le plan spirituel, si ça vous a ouvert à d'autres horizons. Oui, ce documentaire a résonné et c'est vrai que quand Pascal me l'a présenté ainsi, ça correspondait, je dirais,
à mon vécu d'une certaine manière, en fait. Je crois que on a des univers en Guadeloupe, en fait, où souvent on vit dans une forme de syncrétisme, je dirais religieux, hein, puisque en Guadeloupe, on a plusieurs communautés qui vivent, hein. Donc c'est un peuplement donc européen, d'origine africaine, d'origine indienne. Donc on vit dans un syncrétisme d'une certaine manière. Et donc effectivement, il y a des gens qui sont chrétiens, plus catholiques, etc. Mais il y a toujours des passerelles entre je dirais, la spiritualité des différentes communautés. Et donc, ça résonne en moi. À la limite, je dirais, pas naturel, mais ça fait partie de notre vie, enfin de ma vie, d'une certaine manière, oui. Ensuite, alors il y a une question ici devant. Bonsoir, merci beaucoup pour être avec nous. Bonsoir, merci pour être avec nous. C'est juste, je voulais savoir, est-ce que la communauté là-bas en Guadeloupe, il y a la formation de tous les pesticides qu'ils utilisent, la prévention? Est-ce qu'il y a la prévention pour l'utilisation des pesticides? Alors, le milieu agricole, je sais qu'il y a des formations qui sont parfois réalisées par la Chambre d'agriculture, mais ouais. Il y a quand même un usage qui est quand même assez important. En tous les cas, par exemple, pour la canne, on va utiliser du glyphosate, par exemple. Donc, certains agriculteurs, bon, il y a la Chambre d'agriculture va utiliser des formations pour que les agriculteurs évitent ou manipulent à peu près correctement ces molécules. Mais je pense qu'effectivement, comme j'ai un peu dit déjà, on doit aussi penser à un modèle qui soit soutenable, quoi, sur le long terme et à voir comment ce type de molécule puisse être remplacé, quoi, en fait. Et autre question, est-ce que vous êtes aidé par le gouvernement? Oui, actuellement, donc, on a un projet ANR, donc, comme je l'ai dit, sur des recherches concernant donc, la dépollution. Donc là, on est actuellement financé. Donc, on attendait aussi d'avoir un équipement et voilà, on est toujours dans cette attente-là. Bon, ben, on va vous remercier de votre Je vous en présence. prie, merci beaucoup de votre invitation. Et j'espère que ce film vous a plu ou a plu au public. C'était un plaisir de vous avoir malgré la distance. Et on vous souhaite plein de bonnes choses dans toutes vos recherches et que les choses vont bouger enfin un jour. On espère. Merci beaucoup, et merci beaucoup Pascal pour cette lumière et aussi au festival pour cette lumière sur la Guadeloupe et les différents types de problématiques. Et on va continuer. Merci Sarah. Au revoir. Merci beaucoup Pascal d'être venu ce soir, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et on vous invite à revenir tout le week-end, découvrir le village, les projections, les débats, venir manger aussi, il y a plein de bonnes choses. Voilà, c'est gratuit, profitez-en, on a de la chance. Et rentrez bien, bonne soirée.